Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour cette conférence des 1001 métiers de l'aéronautique et du spatial. Donc, c'est une réédition d'une conférence qui a été faite l'année passée. Alors, dans cette conférence, vous allez survoler l'ensemble des techniques associées aux industries de l'aéronautique et du spatial. Vous allez y découvrir la diversité des métiers, bénéficier des quelques recommandations faites par Gérard, que je vais vous présenter dans quelques instants, et puis évidemment, poser toutes vos questions. Alors, vous allez pouvoir retrouver cette conférence sur la chaîne YouTube, donc https www.youtube.com/arrobase 3f-idf. Mais je pense que Yves, qui fait partie effectivement de la réunion, vous redonnera cette adresse très importante pour pouvoir retrouver les passages qui vous semblent intéressants. Et dans le chat. Parallèlement à ça, vous recevrez, euh, pour les gens qui le veulent, donc la présentation en PDF, avant dimanche soir. Alors, je vais présenter rapidement Gérard. Donc Gérard Laruelle, donc qui va effectivement présider cette conférence, est ingénieur de l'aéronautique, promotion 70 de super-héros. Il a rejoint l'ANERA au sein de la direction de l'aérodynamique, où il va se spécialiser dès le départ dans la conception des prises d'air et plus généralement des applications militaires. En 89, il rejoint la direction de l'énergie en tant que directeur scientifique. En parallèle, il pilote l'action PREFA commandée par le ministère de la Recherche pour faire le bilan des moyens hypersoniques français. Donc ce travail sera notamment la base de l'engagement de l'étude d'un super stratoréacteur français. Donc en 91, il rejoint l'industrie au sein de l'aérospatiale en charge des travaux hypersoniques du groupe. Et puis ensuite, il sera VP Recherche, VP de Space School de ADS, pardon, tout en étant nommé expert émérite pour la première promotion du groupe aérospatial. Gérard a publié de nombreux ouvrages, il est titulaire de 6 brevets. Et ses travaux sur les prises d'air et stratoréacteurs ont été récompensés donc, du prix de science et défense en France, mais aussi aux USA et en Russie. Donc, il termine sa carrière professionnelle en créant puis en dirigeant le pôle de compétitivité à Tech par région. Et puis, depuis sa retraite en 2013, bah, il poursuit de nombreuses actions, notamment il s'occupe du comité jeune, il est en charge du comité jeune à la 3F. Et ensuite, il est également membre d'honoraire de l'Académie de l'air et de l'espace. Voilà. Genre, j'ai pas dit de bêtises, Non, non, très c'est bien. bon. Non, Voilà, c'est un donc moi survol. je vous souhaite une bonne conférence, un bon dialogue avec Gérard, et puis une bonne réunion. Merci Cyril. Bonsoir à tous. Moi, je vais commencer par vous souhaiter une bonne année à tous, avec la santé, du boulot, la paix, etc. Alors, cette conférence, en fait, elle n'est pas destinée réellement, je dirais, aux ingénieurs qui, surtout de l'aéronautique, qui se connaissent tout. Tout ceci représente plutôt un travail qui est fait pour les jeunes pour les attirer vers nos métiers, leur expliquer nos métiers, leur faire comprendre ce que l'on fait. Alors ceci, ça représente, cette présentation, c'est, je dirais, une intégration de ce qui est fait au sein de la 3AF et de l'académie, et je rajouterai, où j'ai pas mis le logo, mais IESF, qui veut dire Ingénieur et Scientifique de France. Donc c'est un peu, je suis multicasquette vis-à-vis des jeunes, l'essentiel, c'est de s'occuper des jeunes. Alors, je rappelle que la 3F, c'est une association aéronautique et astronautique de France qui regroupe essentiellement des ingénieurs, souvent de côté mécanique, très peu d'électriciens. Il y a des groupes régionaux, dont l'Île-de-France, dont Cyril vient de nous parler, qui est notre trésorier. Et puis, il y a également des commissions techniques par domaine, donc l'aéronautique, l'aérodynamique, les structures, les matériaux, etc. Alors, il y a aussi un comité jeune avec des antennes dans chaque région. Et ce comité jeune a pour but ben, à la fois d'attirer les jeunes vers nos métiers. Et puis, enfin, pour nous, un jeune, c'est quelqu'un en gros qui a moins de 30 ans. C'est-à-dire, en fait, en sortant de l'école, éventuellement les aider à assurer leur intégration dans l'industrie.
Alors, en gros, cet exposé, je dirais, vise essentiellement les jeunes, mais bien sûr aussi leurs parents qui, je dirais, ont besoin aussi souvent, lorsqu'ils ne connaissent pas ce domaine, à aider leurs enfants à comprendre et puis à voir si c'est ça qui leur intéresse. Et je dirais que ça peut servir aussi beaucoup aux enseignants, parce que c'est les enseignants et les parents sont quand même un relais essentiel pour la formation et l'enseignement des jeunes. Alors pourquoi j'ai fait cette présentation? Ben, moi, je suis en retraite depuis une bonne dizaine de véhicules aériens, des avions civils et militaires, des missiles, des lanceurs, des hélicoptères, etc., y compris des parachutes pour aller sur Vénus. Ben, tout ceci, ça m'a beaucoup amusé et j'ai toujours été très motivé par ce travail. Alors en fait, cette fois-ci, pourquoi beaucoup de satisfaction? Parce que d'abord, j'ai fait beaucoup de techniques. J'ai fait beaucoup d'essais en soufflerie, je dirais, pour toucher le vent. Ouais, j'ai passé un petit peu des souffleries un peu partout et c'était passionnant. Ça m'a permis également de faire beaucoup de voyages de par le monde pour aller présenter les travaux, pour aller en discuter. Et ceci, ça représente aussi beaucoup de contacts humains de grande valeur, je dirais, un petit peu dans tous ces pays. Donc, je dirais, pour montrer aux jeunes, c'est que la carrière d'un ingénieur, ben, en fait, c'est quand même très amusant et très agréable. Que demander de plus? Alors, un autre point qui est important, j'ai toujours enseigné, puisque mon premier cours, il date de mai 68, quand j'étais à Super Héros, puisque j'ai fait un cours d'hypersonique à mes camarades, sachant que le professeur avait dit que les jeunes étaient en train de prendre le pouvoir, donc il fallait le faire tout de suite et faire directement nos cours. Alors pour moi, les cours, l'enseignement, c'est très important parce que ça fait un transfert de compétences et ça permet d'expliquer aux jeunes, je dirais, ce qui nous passionne. Et donc, bah, c'est l'occasion de ma retraite, je dirais, avec diverses associations pour travailler. Alors, je voudrais en profiter aussi pour dire qu'actuellement, l'aéronautique est souvent très critiquée. Mais en fait, bien qu'il y ait des critiques, l'aéronautique a beaucoup d'avenir. Réfléchissons 2 minutes, que ferait-on sans avion, sans hélicoptère, sans satellite, c'est-à-dire sans GPS, sans télévision, etc. Bon, on voit qu'il y a eu quelques crises, hein, 2001, etc. Mais globalement, ou le Covid, en fait, actuellement, bah, on commande de plus en plus d'avions parce qu'ils sont propres. Et il faut savoir qu'actuellement, Airbus a près de 800 avions en commande, ce qui représente environ 10 à 12 ans de travail. Donc, tous les jeunes qui sont même, je dirais, au collège, il y a déjà des avions qui sont commandés et ils peuvent venir travailler avec nous. Bon, il y a un point on a, je dirais, depuis 30 ans au moins, beaucoup amélioré les avions. Bon, mais on continue, il y a encore beaucoup de choses à faire et en particulier pour les rendre plus propres. Donc, les nouvelles générations doivent poursuivre ce travail. Donc, mon appel, filles et garçons, venez nous relayer. Alors, cet exposé, je voudrais vous d'abord survoler un peu le monde de la technique, en particulier du domaine aérospatial, vous montrer la variété, j'ai mis les mille et un, mais je dirais il y en a une infinité hein, de métiers, d'ingénieurs, mais pas notamment, j'ai mis notamment des ingénieurs parce qu'on va parler aussi des compagnons et des techniciens. Vous présenter quelques outils pour les jeunes pour voir comment aller vers nos métiers. Vous insister quelques recommandations, je dirais c'est les conseils du grand-père aux petits-enfants, et puis répondre si possible à vos questions. Donc voilà mon objectif. Euh, Alors, on va déjà parler un petit peu du monde de la technique. Le monde de la technique, si vous regardez en France les principaux secteurs d'activité, le premier c'est l'agriculture, mais vient tout de suite en second l'industrie, et en particulier le domaine aérospatial. Alors, ce qui est également important, c'est que vous voyez que le domaine aérospatial est classé en numéro 2, mais est également l'un des plus gros apports d'euros, je dirais, au niveau des retours pour l'économie française. Alors, le second, c'est le luxe, mais le luxe n'apparaît pas dans cette liste-là, qui est quand même, je dirais, très valorisée, mais à petit niveau. Donc, l'industrie, on en a vraiment besoin. Donc,
Et alors, si on veut regarder le domaine des transports, vous avez essentiellement pour tout ce qui vole, je vais dire, c'est l'aéronautique et l'espace. Alors, c'est un mot qui est très global parce que vous voyez que si vous regardez tout ce que vous pouvez faire dans le domaine aéronautique, c'est travailler sur les avions civils, les avions de transport tels qu'Airbus, les avions de tourisme, il y a beaucoup d'activités. Tout ce qui est avion militaire, ça va de l'avion de transport avec la 400M aux avions de combat tels que le Rafale, les multiples hélicoptères, les drones, les missiles tactiques, missiles de croisière, dirigeables, ballons et même je peux rajouter parachutes. Bon, inversement pour l'espace, donc c'est ce qui sort au-dessus de l'atmosphère, c'est-à-dire en gros ce qu'il y a au-dessus de 80 km d'altitude à peu près, qui est la limite de l'atmosphère. Donc, vous retrouvez les missiles balistiques stratégiques, les lanceurs spatiaux, les véhicules de transfert spatial. Par exemple, c'est ce qu'on appelle l'ATV qui permet de relier la Terre, je dirais, à la station spatiale ou les Soyouz russes. Bon, les satellites, les sondes interplanétaires, etc. Donc, vous voyez déjà une infinité de sujets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace représente environ 10% de l'activité globale et que l'aéronautique, ça représente plutôt 90%. Bon, c'est très simple à savoir. Un lanceur, les Ariane, je dirais, on en tire, je dirais, moins de 10 par an. On en tirait parce que là, il y a un petit creux actuellement. Mais par contre, si vous allez vers les avions civils, un Airbus de la famille A320, on en sort plus de 60 par mois. C'est-à-dire, en fait, deux tous les soirs. Donc, ça vous montre bien l'activité très importante de l'aéronautique. Alors, ce que je raconte pour l'aéronautique, bien sûr, c'est parce que je le connais bien, mais je pourrais faire de même avec l'aide de collègues, je dirais, ayant eu plus ou moins la même formation que moi. Donc, en fait, c'est le domaine de l'automobile. Ça va de la moto, du camion, des cars, etc. Le ferroviaire, train, métro, tramway. Et bien sûr, le naval, avec tout ce qui flotte, mais également les sous-marins. Alors, ce qu'il faut voir que tout ça, c'est des métiers qui sont très voisins, hein. Pour l'aéronautique, c'est de l'aérodynamique. Pour le naval, c'est de l'hydrodynamique. Mais tout ça, je dirais, c'est à peu près la même chose. Donc, on a beaucoup de personnes qui viennent des mêmes écoles. Il y a même l'école l'ESTACA, par exemple, qui fait à la fois des voitures, de l'aéronautique et du ferroviaire. Donc, tout ça, c'est les mêmes métiers. Alors, ces mêmes métiers, on les retrouve encore euh, dans le domaine des énergies, avec le nucléaire, le thermique, tout ce qui est les éoliennes offshore, puis tout le renouvelable. Vous avez toujours de la mécanique des fluides, de la thermique, des matériaux, etc. Alors, il ne faut pas oublier également tout ce qui est les techniques de l'information, parce que, en fait, quand on regarde bien nos avions, ils évoluent pas beaucoup sur la forme extérieure, mais par contre, à l'intérieur, je dirais les quelques fils qu'il y avait il y a 50 ans, maintenant, je dirais, il n'y a plus que ça. Donc, l'informatique, les télécoms, etc., je dirais, c'est un apport qui n'est pas réellement visible, mais qui, en fait complètement évoluer nos produits. Alors, alors, on s'éloigne un petit peu, mais tous ces métiers d'ingénieur, on peut les retrouver dans beaucoup d'autres domaines, hein, tels que les bâtiments, les travaux publics, la médecine, la biologie, le monde rural avec l'agriculture, la pêche, la sylviculture pour tout ce qui est forêt, etc. Donc, des ingénieurs, on en trouve absolument partout. Et je pourrais même continuer, on en retrouve dans tout ce qui est la production des produits de base, la maîtrise de l'environnement, finance, assurance, etc. Donc, en fait, les ingénieurs, on en trouve partout. On en trouve partout. Donc, j'ai résumé ici sur cette planche avec tout ce qui est les matériels de transport, les matériels pour l'énergie, matériels divers. Donc, ça va du rasoir électrique au PC, par des armes, des produits pharmaceutiques, des prothèses, tout le matériel médical, par exemple, comment faire des radiographies, des IRM, des scanners, etc. Donc, je continue. Il y en a les bâtiments et l'agriculture, sylviculture et pêche, j'en ai déjà parlé. Mais on en retrouve également beaucoup d'ingénieurs dans tout le domaine tertiaire. Aussi bien dans l'enseignement, le commerce, et j'ai même rajouté la police, hein, avec toutes les enquêtes scientifiques. Donc, on va trouver de telles personnes. Conclusion, avant de conclure sur ce sujet, j'ai mis ici quelques photos
qui vous montre ce que l'on fait, donc avec voiture, train, télé, téléphone, fusée, les ponts aussi, hein. Le pont de ici est un petit chef-d'œuvre de construction et à la fois de technique, bâtiment, mais également mécanique du vol. Et je voudrais rajouter un point qui est très intéressant, excusez-moi, une prothèse. Alors une prothèse, vous allez me dire, c'est du médical, mais non, en fait, il y a des capteurs, il y a de la micromécanique, il y a un tas de choses là-dedans, et tout ça, c'est du travail d'ingénieur. Donc, en fait, le domaine médical, je dirais, on l'oublie peut-être, mais en fait, il est très important pour les ingénieurs. Donc, conclusion, le monde de la technique est très, très vaste. Les métiers techniques se retrouvent dans tous les domaines. Donc, comme on est en France, ben, on a beaucoup de chance parce que globalement, tous ces domaines sont actifs. Et si un jeune a envie d'aller vers un de ces domaines, eh ben, il va pouvoir y devenir ingénieur. Alors, je voudrais, en fait, vous allez voir que les ingénieurs, je les classe de différentes manières. Là, donc, dans la première étape, on a vu, c'est le domaine d'activité. Après, ce qu'on peut se poser la question, c'est la nature de l'activité selon le type d'entreprise. Alors, ces entreprises, je les ai classées en trois grandes parties. Le premier concerne les centres de recherche et l'enseignement. Donc, ça, c'est la première mission de ces entités. Alors, on retrouve bien sûr le CNRS, Centre national de la recherche scientifique pour des études amont, l'ONERA, qui veut dire Office national d'études et de recherche aérospatiale, donc pour tout ce qui est c'est des études de recherche un peu plus appliquées, et ainsi de suite. Il y en a des quantités. Alors, on retrouve des gens ici qui sont en général cumulent recherche et enseignement. Donc, ce sont des gens qui vont être très méticuleux, je dirais très pédagogues, etc. Donc, il y a un certain caractère des ingénieurs qui travaillent dans ces domaines. Vous pouvez, après, un autre domaine qui est important, qui est tout ce qui est entreprise industrielle. Donc là, je dirais, ce n'est pas faire de la recherche amont, mais c'est de réaliser des choses qui volent, qui avancent, etc. Donc vous allez retrouver deux types d'entreprises, ce qu'on appelle les PME, donc en gros, les entités de moins de 250 personnes, voire beaucoup plus petites en France. Là, bah, on trouve des ingénieurs, mais bien sûr, l'équipe, je dirais, de direction est petite par rapport à l'équipe de réalisation. Donc l'avancement pour un ingénieur, on va dire, il peut être modeste, mais en fait, dès le début, il est dans l'équipe de directive. Bon, les ETI études donc les entreprises de taille intermédiaire, 2 3 à 4 000 personnes. Bon, je dirais c'est quasiment une structure comme les grandes sociétés telles qu'Airbus, Safran, etc. Bon, là, il y a bien sûr toutes les possibilités de développement, je dirais, de carrière. Par contre, inversement, je dirais, quand vous êtes dans un service au début, vous êtes un peu dans un domaine bien particulier, donc un peu cloisonné. Donc il y a de l'évolution d'un côté, mais c'est pas la même qu'évolution qu'une PME. Donc, alors un point qui est très important également pour les entreprises industrielles, je dirais, c'est un peu contraire au domaine de la recherche. Dans un cas, ben, il faut aller vite, il faut que ça marche et que ça rapporte. Dans un deuxième cas, au niveau de la centre de recherche, il faut comprendre, etc. Donc, oui, ça peut conduire à des points de vue différents, je dirais, pour un ingénieur. Bon, après, vous avez des entités de décision. Bon, je dirais là, on va dire que c'est pas des gens qui réalisent un peu moins, mais au contraire, je dirais, gèrent l'ensemble, décident, orientent, etc. Alors, ce que je dis, c'est pas tout à fait vrai, parce que le CNES, par exemple, à la fois pilote, mais également des spécialistes pour concevoir, etc. Donc tout ça, c'est un peu mélangé. Mais ça représente un peu trois types d'activités un peu différentes. Et donc, bah, la nature des activités dépend du type d'entreprise, hein. Ainsi, en fait, avec des carrières techniques, avec les mêmes formations, bah, on peut arriver à travailler de différentes manières, je dirais pour le long terme, pour le court terme, pour décider, etc. Tout ça, ça dépend des goûts des opportunités quand vous trouvez votre travail, des mutations possibles, et en fait, on peut passer de l'un à l'autre. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de possibilités avec des types de travaux, je dirais, un peu différents.
Bon, on peut aussi regarder les principaux métiers au sein des entreprises. Donc là, je les ai regroupés en deux séries. La première qui correspond au cycle de vie du produit et le second à tous les métiers transverses ou de support. Donc ici, je vous ai fait la liste des métiers du cycle de vie. Donc ça va depuis, je dirais, la naissance au décès. Donc ça, c'est là pour l'humain, mais en pratique, c'est tout ce qui est partie recherche et développement pour préparer le futur. Alors R&T, ça veut dire recherche et technologie, c'est-à-dire que c'est un peu les principes, et recherche et D, c'est développement. Je dirais, c'est là on finalise et on fait marcher les choses. Donc à partir de ces études amont, ben, on va décider quelque chose, on va le concevoir, donc ça c'est le travail de bureau d'études. Après, on va approvisionner les matériaux, donc les matériels, donc ça c'est la direction des achats. La fabrication, ça va être les ateliers. L'intégration, ben, c'est encore l'atelier, ben, on va regrouper les éléments, on va faire le montage. En général, on fait des essais partiels pour vérifier si ça tient à la chaleur, au froid, aux vibrations, etc. Il y a tout après, en particulier pour l'aéronautique où les morceaux de l'avion sont faits aux quatre coins de l'Europe, il y a beaucoup de logistique. Les ailes viennent d'Angleterre, une partie des fuselages vient de Nantes-Saint-Nazaire, les cockpits viennent de la Somme, il y a des morceaux qui viennent d'Espagne, d'Allemagne, etc. Donc tout ça, c'est des gros morceaux à déplacer, ça pose beaucoup de problèmes. Après, beaucoup de travail, bien sûr, pour tout ce qui est aéronautique sur la qualité, les normes. Les opérations, bah ça, l'opération, en fait, ça veut dire c'est utiliser le produit. Donc là, en gros, c'est les compagnies aériennes. Après, un avion, ça dure en gros, on va dire 30, 40 ans. Correspond à beaucoup de maintenance. Hein. Il faut être sûr que l'avion est toujours opérationnel et assure la sécurité. Le support client, c'est toutes les relations que vous avez entre le constructeur et les compagnies aériennes, les clients. Puis une fois qu'on n'en veut plus ou qu'il marche plus ou qu'il est trop cher, etc., ben, on va le démanteler et on va assurer le recyclage de l'essentiel. Alors tout ça, ben, c'est des métiers que vous pouvez avoir les uns après les autres. Hein. Tout ça, on peut, je dirais, c'est assez facile de passer de l'un à l'autre, etc. Donc dans une carrière de 40 ans, ben, vous n'allez pas forcément rester 40 ans dans un domaine, mais vous pouvez également échanger. Il y a un point qui est très important, c'est que, en fait, bien que ça corresponde à des domaines différents, on ne peut pas travailler les uns sans les autres. Vous voyez que quand vous faites, par exemple, de la conception, si vous faites un fuselage en aluminium et pour gagner de la masse, vous mettez des rivets en titane, bah là, vous allez, au niveau conception, vous allez gagner quelques kilos. Mais par contre, quand vous allez arriver au démantèlement, si votre avion il a des petits morceaux de titane un peu partout dans l'aluminium, bah, ça sera très difficile de le séparer. Donc, de la même manière, concevoir sans penser aux opérations, à la maintenance, tout ça, c'est pas bon. Donc, en fait, tous ces métiers-là, je dirais, on se spécialise un peu, mais il y a énormément de coopération et de liaison entre tout ça. Les métiers support, bah, c'est tout. Donc là, en fait, vous pouvez venir d'une autre formation par exemple des écoles de commerce ou des écoles liées aux aspects financiers. Mais il faut savoir que dans toutes ces fonctions, ces métiers support, beaucoup dépendent également des ingénieurs. Si je prends l'exemple des achats, par exemple, le directeur des achats, le responsable achat, je dirais avant lorsque Airbus, par exemple, achète un moteur à Safran, il va pas commencer par discuter du prix. Il va d'abord discuter combien ça pousse, combien ça consomme, comment ça vibre, combien il faut de tuyaux, etc. Donc, on va d'abord discuter technique. Hein. Donc, des ingénieurs dans les services achats, on en trouve beaucoup, beaucoup. Bon, vous pouvez retrouver également, par exemple, dans tout ce qui est affaires juridiques, la propriété intellectuelle. Ceux qui discutent après de la propriété des brevets, ça va être des avocats et des juges, mais par contre, pour écrire des brevets, c'est des ingénieurs qui vont le faire. Ils vont se spécialiser dans leur domaine. Bon, tout ce qui est, par exemple, l'intelligence économique, la veille, c'est chaque spécialiste qui va aller voir, je dirais, ce qui se passe à l'extérieur, etc. Donc, des quantités de métiers d'ingénieurs qu'on retrouve dans tous ces aspects. Alors, je voudrais aussi classer les ingénieurs par un autre point qui est la position du produit dans le système. Alors, je vais vous expliquer là, ce que veut dire le système. En fait, je l'ai coupé en gros en quatre parties.
Et je vais commencer par le deuxième. Le deuxième, c'est les systèmes. En fait, un peu pour les transports, on va dire, c'est le véhicule. Donc, ça peut être l'avion, l'hélicoptère, le lanceur, etc. Donc là, les gens qui travaillent dans ce système, c'est ceux qui définissent l'avion, qui vont vérifier qu'il fonctionne bien. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle également les intégrateurs. Alors, les intégrateurs, en fait, bah, ils fabriquent pas tout, loin de là, et donc ils utilisent ce qu'on appelle la supply chain. La supply chain, donc, ils vont aller en niveau N-1, c'est aller chercher les fabricants de moteurs, hein. Donc là, par exemple, enfin, quand je dis par exemple Safran, il n'y a plus que Safran en France, quasiment en Europe. Bon, après, les cellules, bah, ça peut être sous-traité dans certaines ETI ou bien également, enfin, je prends Safran Atlantique, par exemple, à Saint-Nazaire, qui fabrique également des morceaux de cellules, de fuselage ou le cockpit à Méholt. Bon, les systèmes électriques sont généralement faits par les intégrateurs parce que le système électrique, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, on évite de la partager avec les autres. Donc, c'est bien de les mettre directement au niveau de l'intégrateur. Bon, mais vous avez également beaucoup de choses en sous-système où vous pouvez tout ce qui est aménagement interne, donc l'aménagement de la cabine, les peintures, l'externe, toutes les peintures, tout ça, c'est fait par généralement des sous-traitants. Bon, et puis après, vous avez une troisième catégorie qui est les composants, alors les éléments de base. Donc, bah, vous avez les spécialistes des trains d'atterrissage, des vérins, des calculateurs, etc. Puis tout ça, ça va jusqu'au bout de fil et puis au rivet. Donc, vous avez des gens qui vont, je dirais, ben, là, travailler dans une de ces catégories, mais pas trop changer entre, parce que c'est quand même assez différent comme spécialité. Alors, j'ai oublié le quatrième que j'appelle le système de système. En fait, c'est un avion, ben, ça vole pas tout seul. Un avion, il faut qu'il y ait du contrôle aérien, faut qu'il y ait des tours de contrôle, il y a un tas de choses comme ça. Tout ça, c'est la gestion de tout ce fonctionnement. Ça va être ce qu'on va appeler le système de système. Alors, vous le retrouvez par exemple dans une armée, hein, le général qui commande une armée, il sait pas faire un avion, il sait pas faire un camion, il sait rien faire globalement, mais il sait gérer tout ça pour que tout ça, ça marche bien ensemble. Si vous prenez le réseau de télécommunications, c'est comme le GPS. Le GPS, celui qui gère le GPS, il n'a pas fait le satellite, il n'a pas fait le lanceur, mais il sait gérer tout ce qu'il y a. Donc c'est un peu. Donc vous retrouvez des ingénieurs un petit peu dans toutes ces spécialités. Donc par exemple, celui qui fait des moteurs, bah, globalement, il va rester presque souvent dans sa carrière, je dirais, chez Safran, etc. C'est bon, il y a des changements. Type d'activité selon la spécialité technique, ça c'est également, ben, je dirais là, vous retrouvez un petit peu ce que vous apprenez à l'école, hein. Donc en fait, il y a plein de spécialités qui correspondent avec ce qu'on appelle le hardware. Donc en fait, c'est le matériel, c'est la partie solide. Conduit à des quantités de spécialités qu'on essaye d'apprendre à l'école, hein, dans les écoles d'ingénieurs en particulier. Donc c'est tout ce qui est la mécanique. Alors ça peut être la mécanique des solides, ça peut être la mécanique des fluides, donc l'aéro, l'hydrodynamique. L'énergétique, c'est tout ce qui correspond à la propulsion, le choix des matériaux, les problèmes de structure, comment tout ça, ça tient, que ça se casse ou ça casse pas, le contrôle du mouvement. Donc ça, pour un véhicule aérien, il y a 6 équations à résoudre, hein, il y en a trois qui est le mouvement autour du centre de gravité, et les trois autres paramètres, c'est le déplacement du centre de gravité. Donc là, ben, vous avez 6 équations à résoudre, et puis il y a qu'un. Bon, après, tous les problèmes liés à l'optique qui vont vous amener à tout ce qui est le matériel de l'optique, j'irai jusqu'au laser. L'électromagnétisme, c'est tout ce qui va être avec les radars, etc. Bon, tous les composants électroniques, etc. Donc, tout ça, c'est le matériel. Et puis après, vous avez tous les spécialistes qui s'occupent du software. Donc, c'est le logiciel, c'est l'intelligence qui va apparaître. Donc, les techniques d'information, l'ingénierie des logiciels, biologie et sciences du vivant, etc. Bon, tout ça, c'est... Donc, vous voyez que ça fait une quantité de spécialistes qui correspondent, je dirais, à des métiers fort différents.
Dans la première partie, dans le hardware, souvent, il y en a qui peuvent plus ou moins passer de l'un à l'autre. Dans le software aussi, mais un ingénieur, c'est rare qu'il passe beaucoup, je dirais, du domaine hardware au domaine software. C'est pas tout à fait les mêmes spécialités. Bon, et puis par contre, en plus, là, j'ai rajouté ce que je sais pas classé, que j'ai appelé boîte à outils, qui est en fait toutes les mathématiques, la physique, la chimie. Par exemple, dès qu'on fait des calculs, on va faire ça nécessite des maillages. Bon, bah là, ça va être des mathématiques, hein. Après, vous avez toute la physique, chimie, etc. Donc, des multiples spécialistes. Donc, je me fais moi un troisième bilan. Vous voyez qu'on a de multiples activités par la nature du métier, hein, transverse ou par étapes, le niveau d'intégration dans le produit, la spécialité technique. Donc, ça en fait, quand vous multipliez tout ça, en gros, une infinité par une infinité par une infinité, ça en fait beaucoup. Progressivement, ben, on peut changer d'activité, puis également on peut élargir son domaine d'activité. On prend de l'expérience, on va élargir un peu. Bon, comme je le disais tout à l'heure, encore en France, ben, on a de la chance, hein. On a à peu près tout. Donc on peut globalement, si on est intéressé par quelque chose, on peut tout faire. Donc il faut vraiment, la première étape, c'est être motivé, choisir, et après on y va, on travaille. Alors, il y a également un autre point qu'on peut classer les ingénieurs enfin, tout le personnel, on va dire, par le niveau de responsabilité. Alors, dans les entreprises, des fois, il y a plein de niveaux, hein. Il y a une hiérarchie terrible. Moi, je ne sais pas faire. Donc, j'ai simplement coupé en quatre parties. Les premiers, c'est ce que j'appelle les exécutants de base. Donc, en fait, c'est les gens, on va leur donner une tâche et ils vont la réaliser. Alors, on appelle ça dans l'aéronautique des compagnons. Donc, en fait, ce sont des ouvriers très spécialisés, hein. C'est pas ceux qui balayent l'atelier, mais c'est des gens qui ont une formation et qui ont un niveau de technicité absolument extraordinaire. Bon, vous avez également des techniciens, donc un niveau un peu plus élevé, mais qui également, je dirais, au début, sont un peu des exécutants. La deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle les exécutants supérieurs. Donc, en fait, des techniciens qui deviennent spécialisés. Et j'ai mis les ingénieurs débutants qui sont spécialisés qu'on a appris à l'école ou qu'on choisit et qui finissent en fait leur formation. Parce qu'à l'école, on apprend tout, mais je dirais on apprend tout et on n'apprend rien globalement. Enfin, moi, personnellement, j'ai appris l'aérodynamique, je dirais plus à l'ONERA qu'à Super Héros. Donc, je pense que pour beaucoup, bien se spécialiser, bien connaître son métier, c'est d'abord quelques années, je dirais, en apprenant, je dirais, dans l'entreprise où on travaille. D'ailleurs, c'est une excellente occasion de mélanger un petit peu tout ça parce qu'il faut voir qu'un jeune débutant qui a appris plein de choses à l'école d'ingénieur, en fait, il peut apprendre des quantités de choses avec des techniciens qui, eux, ont 10 ans, 20 ans, 30 ans de métier. Je dirais ça, c'est très, très important, ce brassage-là de connaissances, parce qu'il y a une expérience chez les ouvriers et chez les techniciens que beaucoup d'ingénieurs devraient récupérer. Bon, après, je dirais, au bout de quelques années, vous allez prendre des responsabilités, donc un peu plus, je dirais, un portefeuille d'activité un peu plus important, quelques orientations possibles. Puis après, j'ai mis la dernière catégorie, que je dirais, qui est un peu les décideurs. Bon, en gros, c'est la direction, avec des ingénieurs expérimentés, compétents sur l'environnement, donc ça permet d'élaborer des perspectives d'avenir, etc. Donc, en gros, alors, on peut monter progressivement. Je dirais, il y en a qui montent, il y en a qui montent pas, etc. Parce qu'il faut savoir que maintenant, je dirais, les diplômes, par l'expérience, il y a des possibilités d'évolution, je dirais, tout au long de la vie, indépendamment de ce que l'on a fait à l'école. Donc, c'est pas négligeable. Alors, quand je parlais des compagnons, j'ai repris ici une planche qui avait été éditée par Safran il y a quelques années qui était en fait nos techniciens et nos compagnons, on en a besoin, voilà tous les métiers qu'on veut recruter. Donc j'ai fait une liste que je ne vais pas détailler, mais vous voyez que c'est tous ces métiers de base, chaudronnier, forgeron, fondeur, etc., dont on a besoin. J'ai visité récemment l'usine de Méaulte
on a vu que certaines pièces, en fait, lorsqu'un compagnon est absent quelques jours, la pièce, on attend qu'il revienne. C'est assez impressionnant par la qualité, je dirais, de l'expérience de chacun de ces personnes. Vous pourrez noter également que j'ai mis sur ces photos deux dames, deux charmantes dames, pour bien montrer que tous ces métiers-là, c'est pas réservé non plus aux hommes, elles sont également très demandées. Et si j'ai mis très et très, bah, c'est pas parce que je bégaye, c'est simplement parce que on en a besoin. Et si actuellement on ne produit pas autant d'avions que l'on veut, c'est parce que c'est le personnel qui nous manque. Donc c'est très important. C'est là où il y a le plus de travail. Alors on peut également donner quelques caractéristiques de l'ingénieur que je vais résumer. C'est ben, un ingénieur qui est tu. Alors c'est quelqu'un qui réalise des choses qui vont servir à quelque chose, hein, de la vie économique. Donc, je pose, je résous des problèmes de nature technique en réponse à un besoin. On me demande de faire un rasoir électrique, je fais un rasoir électrique. Pour cela, j'utilise mes connaissances, ce qu'on a déjà vu, ce qui existe, surtout pas réinventer la roue, mes compétences techniques, mon expérience, etc. Alors, un point qui est très important, c'est qu'un ingénieur, c'est pas uniquement un technicien, parce qu'en fait, il va être confronté avec beaucoup de personnes et un contexte extérieur, donc il a beaucoup de relations humaines, hein. Quand on travaille en équipe, je vais en reparler, bah, on a beaucoup de choses à gérer ensemble. Bon, faire un point très important, l'économie. On ne peut pas n'importe quoi qui se vend pas. On respecte l'environnement, on respecte les règlements, etc. Donc en fait, on ne fait pas que de la technique dans son coin, on n'est pas des inventeurs fous, mais il faut tenir compte de tout ça en même temps. D'où le travail en équipe, parce qu'on est incapable, je dirais, chacun de savoir tout. Hein, c'est pas possible. Bon, voilà, qu'est-ce qui fait un ingénieur? Ben, il y en a qui cherchent, il y en a qui conçoivent, il y en a qui développent. Alors, c'est des produits, des matériaux, des équipements, des systèmes, des services. Un gros travail de planification et d'organisation pour produire et mettre en œuvre, alors toujours, je trouve la qualité, le contrôle final de la qualité. Je dirais ça, c'est le principe de l'aéronautique, hein. Toute personne qui monte dans un avion doit ressortir vivant. Donc, l'erreur je dirais, est interdite et le mot sécurité est la priorité du travail. Bon, j'analyse leur marché et je vends à des clients. Je conduis des missions de conseil, d'expertise. Ben, l'expertise, c'est malheureux de temps en temps, il existe des avions, des pannes, etc. Donc, il faut comprendre. Donc, gros travail. Bon, j'organise, je gère et j'anime les équipes. Vous voyez que tout ça, ça conduit à beaucoup de choses et ça veut dire que quand vous arrivez au travail le lundi matin, bah, si vous faites un petit peu de tout, vous voyez que la journée de le lundi, ça ne sera pas la même que le mardi, ça ne sera pas la même que le mercredi. Bah, le fait de passer de l'un à l'autre, etc., c'est là que vous allez avoir une vie heureuse. Alors, quelques qualités quand même pour être ingénieur, mais je dirais même également pour être technicien et compagnon, j'aurais pu généraliser, c'est avoir l'esprit scientifique, être curieux, créatif, rigoureux. Hein, ça, c'est important. Alors, surtout dans l'aéronautique, hein, la rigueur, c'est la rigueur. Je dirais que pour le nucléaire, c'est pareil. Aimer travailler en équipe. Alors, en toute confiance, ça veut dire quoi? C'est que chacun, on ne sait pas tout. Un aérodynamicien n'est pas un informaticien et il ne sait pas ce que c'est l'autre. Donc, quand les deux vont travailler ensemble, ben, il faut qu'ils se disent ce que me dit l'autre, j'en ai toute confiance. Et on ne peut pas se permettre, je dirais, de donner des choses qui sont fausses. Donc, il y a un gros travail de travailler en équipe, c'est très agréable, mais il faut se faire confiance, avoir une bonne capacité d'analyse et de synthèse, maîtriser les techniques de communication. Et ça, j'en parlerai, hein, c'est important pour moi, pratiquer couramment l'anglais. Et je rappelle aux jeunes que pour avoir le diplôme d'ingénieur, en général, on demande un test d'anglais. Donc, le test d'anglais, ça fait plaisir au directeur de l'école parce qu'il considère que vous avez appris l'anglais. Mais en fait, le mieux, c'est quand même de bien parler l'anglais. Si vous pouvez parler une autre langue étrangère, ben, ça fait pas de mal. Les langues étrangères sont très, très importantes. Alors ça, c'est également un moyen de classer les ingénieurs que je vous propose. Euh, bon, quand vous partez tout d'en bas au centre, là, l'ingénieur, il débute, il apprend un peu son métier, il devient confirmé, puis après, en fait, il va certainement évoluer selon une de ces quatre cases.
Alors, je vais commencer par la dernière, celle de droite. C'est pas l'ordre où ça va se passer, mais c'est comme ça. Donc là, ça va être la personne qui est responsable d'un produit. Vous êtes responsable de l'A320, monsieur ou madame. Voilà. Donc là, vous êtes responsable et vous, quand on est responsable d'un produit, ben, on va être responsable de la qualité de l'appareil, de son fonctionnement, etc., de tout, des finances, etc. Si j'assimile ce projet un petit peu à ce qu'on pourrait être l'opéra, en changeant complètement de sujet, ça va être le directeur de l'opéra qui doit gérer son personnel, ses comptes, etc. Donc c'est vraiment c'est le grand patron. À la limite, dans une PME, c'est le patron. Bon, ce brave, cette personne en fait ne va pas savoir tout faire. Donc en particulier, quand vous êtes responsable de l'opéra, en général, vous n'êtes pas forcément chef d'orchestre. Eh bien, le chef d'orchestre dans l'aéronautique ou dans certains métiers de l'industrie, ça va être l'ingénieur en chef. C'est celui qui va servir à tout coordonner et qui doit avoir une vue générale pour que le produit fonctionne parfaitement. Alors lui non plus, avec son équipe, en fait, il va pas pouvoir tout gérer et il va s'appuyer sur des managers techniques, donc complètement à gauche. Donc là, ce sont des spécialistes par métier. Donc on va avoir une direction de l'aérodynamique, une équipe matériaux, une équipe informatique, etc. Où le manager sera quelqu'un, un ingénieur, qui sera de bon niveau, je dirais, sur le sujet, mais en même temps capable de manager, c'est-à-dire en fait, avec son équipe, de gérer son équipe, c'est gérer des humains, etc. Donc, et ça, il faut faire très attention parce qu'en France, on a d'excellents ingénieurs techniciens et il faut un très bon technicien n'est pas forcément un bon manager. Donc là, c'est un problème à résoudre. Alors, on a à côté des managers, et ça a été mis en évidence en particulier par Louis Gallois à l'aérospatiale dans les années 90 en disant un manager, s'il me pose problème, je le vire et j'en prends un autre. De toute façon, tout le monde veut être manager. Par contre, un expert, c'est quelqu'un qui sait tout, qui dans son domaine, et je dirais, a tout dans je dirais, soit dans son PC ou dans sa tête. Et lui, bah, si vous le perdez, vous perdez un savoir-faire extraordinaire. D'accord? Donc, souvent, les experts, je dirais, travaillent avec les managers et donc sont un support au niveau conseil, etc. Donc, pour les jeunes, de plus en plus, on se pose des questions. Est-ce que tu préfères aller vers la voie manager ou vers la voie expert? Alors, dans le temps, c'était un peu. Personne voulait être expert d'abord parce qu'ils n'étaient pas, je dirais, reconnus, puis ils n'étaient pas forcément bien payés ou n'avaient pas les évolutions comme les managers. Maintenant, ce gros travail des deux filières est très intéressant parce qu'en fait, euh, alors un expert ne sera jamais le président de la société puisqu'il ne veut pas manager, etc. Mais par contre, un expert peut maintenant monter à très haut niveau, etc. et avoir les mêmes, je dirais, les mêmes avantages que le manager. Donc, conclusion, ben, voyez que certains jeunes ingénieurs, ingénieurs confirmés, peuvent être managers ou experts, puis après également, parmi les managers, être ingénieur en chef, et puis après chef de produit, etc. Donc, c'est des carrières qui sont, je dirais, très intéressantes. Alors, je voudrais dire deux mots sur la parité homme-femme. Tous ces métiers de l'aéronautique en particulier sont totalement accessibles et parfaitement adaptés pour les hommes et les femmes. Vous pouvez aller dans les usines d'Airbus à Toulouse, vous verrez qu'il y a des dames qui sont en train de monter des avions. On peut également noter, c'est que les qualités féminines sont même très souvent recherchées. Elles ont beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de précision, etc. Si vous allez dans les bons systèmes de câblage, etc., on voit souvent encore beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors le problème, c'est que pour être synthétique, là, quand je parle de l'ex-basque fameux S, il y avait un équilibre, en gros, il y avait 50% de filles et 50% de garçons, avec un peu plus de filles. C'était 51, 52, des choses comme ça. Ben, maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on a moins de filles. Alors, le problème, c'est que dans les écoles d'ingénieurs, ben, en gros, on a un quart de filles, on va dire un quart de jeunes filles, et puis trois quarts de garçons. Hein. C'est une fille pour trois garçons. Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans les écoles d'ingénieurs. Ben, à partir du moment-là, ben, le problème, c'est que si les jeunes ne sont pas formés comme ça, vous ne les retrouverez pas dans l'industrie. Donc, on a beaucoup de mal, je dirais, à avoir plus de femmes. Donc, c'est un vrai problème.
hein, parce que elles vont souvent dans d'autres métiers, c'est un problème. Donc, voyez, mon conseil, c'est, mademoiselle, vous êtes vivement attendue de nous laisser pas seuls, parce que c'est un peu dommage. Vous avez plein de possibilités, etc. Alors, je voudrais passer un peu à quelques recommandations pour les jeunes. Donc, l'entrée dans la vie, bah, vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez des personnes vous avez des techniciens qui vont vous apprendre, vous avez des chefs qui vont vous apprendre, etc. Et puis il y a de la littérature, il y a Internet. Donc en fait, on n'est pas, faut pas croire qu'on va arriver comme ça et qu'il faut sauter. Donc il y a toujours, on est toujours au moins deux. Alors je dois faire un rappel quand même, c'est que le travail, c'est la motivation. Alors si vous regardez quels sont les niveaux de motivation, le premier, c'est niveau vie animale avec quatre repères, boire, manger, se reproduire et se laver. Bon, pour un chien, un chat, c'est peut-être merveilleux. Pour un homme, c'est pas extra. Si vous prenez, il y a plein d'autres niveaux de motivation, qui est la vie contrainte avec un salaire modeste, vivre peu de marge de satisfaction et un travail souvent répétitif et contraint. Bon, c'est bien, ça permet plus ou moins de vivre, mais c'est pas forcément, je dirais, l'extase tous les soirs. Bon, par contre, vous avez d'autres métiers qui vont vous amener effectivement avec une vie plus satisfaisante, où vous pourrez progresser, avoir des satisfactions, être motivé, etc. Alors, si quand je demande aux jeunes quelle est la catégorie qu'ils veulent, il n'y a pas de problème, tout le monde veut aller au niveau 3, hein. Mais aller au niveau 3, il faut se donner le moyen. C'est pour ça que j'ai essayé de savoir, maintenant que moi je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que c'est que la vie? Alors, la vie, je l'ai coupée en, bien sûr, c'est très facile, en trois morceaux. Alors, j'ai pris des nombres, je dirais, on peut en discuter, mais là, c'est vraiment pour faire des catégories. Et donc, quand vous regardez, je vais commencer par le bas, donc la retraite. La retraite, en gros, c'est de 65 à 100 ans. Alors, pourquoi j'ai mis 100 ans? Parce que les jeunes filles, normalement, qui naissent maintenant, ont une espérance de vie de 100 ans. Donc, tout ça, vous voyez que la retraite de 65 à 100, ben, ça fait 12 000 et quelques jours, c'est-à-dire en fait plus de 10 000 jours à vivre tranquillement. Alors, j'ai mis des jours parce que comme pour un retraité, le samedi, le dimanche et le lundi, c'est pareil, donc je compte ça en jours. Donc, je leur ai affecté un fameux transat pour aller voir la mer et profiter de la vie. Bon, pour arriver à cette retraite, il faut quand même avoir fait une vie active, que j'ai classée entre 25 et 65 ans. Ben ça fait 40 ans par 50 semaines, en gros, donc ça fait 2000 lundis matin à aller travailler. Ben, si vous vous cassez les pieds chaque lundi matin, multiplié par 2000, la vie va être longue. Si au contraire, vous avez quelque chose qui vous plaît, la vie ne sera pas la même, parce que du lundi au vendredi, ça va vous faire plaisir et il restera le week-end pour vous continuer à vous faire plaisir. Mais si vous ne travaillez pas, en fait, tout ça, c'est lié beaucoup à la première partie qui est la formation, qui est en fait la période, en gros, à moins de 25 ans. Bon, ben, j'ai remplacé un peu cette formation par un sauteur à la perche, parce que, en fait, la perche, ben, il y a plusieurs, la barre, vous pouvez la mettre à différents niveaux, donc c'est un peu le niveau de la formation. Et puis, en fait, ben, pour passer une barre, ben, il faut en fait prendre de l'élan. Et prendre de l'élan, ben, ça veut dire qu'il faut travailler régulièrement jusqu'à temps qu'on passe l'examen et qu'on passe la barre. Donc, on a une chance inouïe, en fait, pour les jeunes d'avoir, on peut toujours critiquer l'éducation nationale, mais globalement, on a une très bonne formation, on a de très bons enseignants, etc., et les moyens pour le faire. Donc, il faut en profiter. Tout ça, c'est un capital à acquérir. Et on a de la chance. Il y a d'autres pays, ils n'ont pas les écoles. Et quand on pense que certaines filles ne peuvent même pas y aller, je dirais, c'est un peu terrible. Donc, mais tous les jeunes, il faut penser que la formation, pour eux, c'est une prise de capital. Et s'ils n'en profitent pas, bah, c'est quand même très dommage. Alors, quelques recommandations toujours, bien parler l'anglais, être très ouvert sur l'environnement, hein. La technique, c'est bien, mais il faut, tout ça, c'est lié à plein d'autres choses. Il faut se poser des questions scientifiques, techniques, politiques, financières, etc. Il faut bien connaître les entreprises. Alors, je vous ai mis ici une référence qui est le GIFAS, qui est notre syndicat professionnel, où vous pouvez trouver toutes les entreprises en France. Il y a des pôles de compétitivité. Il y en a pour l'aéronautique, il y en a trois. Il y a Marseille, enfin Aix, Toulouse, Bordeaux et puis Paris. Il y a des chambres de commerce. Très important aussi pour les jeunes de bien connaître les métiers.
Je vous ai mis ici un site qui est très intéressant pour moi qui s'appelle My Job Glasses, où les jeunes peuvent interviewer des gens qui sont prêts à répondre aux jeunes. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet de discuter avec des gens qui ont le métier. Donc, pour les jeunes, c'est très, très intéressant. Bon, bien connaître ses souhaits aussi, c'est très important. Rencontrer les gens du métier, lire la presse, etc. Donc ça, c'est des conseils de grand-père aux petits-enfants. Alors, comment orienter pour rejoindre l'industrie? Parce que quand les jeunes au collège, on peut toujours leur parler de l'aéronautique, mais je dirais s'ils vont faire des voitures, des bateaux, des sous-marins, je dirais c'est l'essentiel, c'est qu'ils fassent de la technique. Donc, généraliser un peu l'industrie, qui correspond à une infinité de métiers, qui va permettre un développement du progrès pour tous. C'est quand même dans ce domaine-là qu'on a fait plein de choses. Vous voyez, je vous ai mis ici trois mots-clés, l'électricité, le téléphone et l'imagerie médicale. Vous voyez que tout ça, ça correspond à des progrès, en gros, qui datent de la centaine d'années. Si vous enlevez tout ça, vous vous rendez compte le retard, le recul qu'on aurait dans la vie. C'est pas possible, hein. Bon, donc tout ça, il y a encore plein de choses à faire et on peut le rendre maintenant. Alors, ça n'a pas toujours été fait avec une excellente compatibilité pour la protection de notre planète, mais justement, actuellement, il faut continuer à le faire et c'est là que les jeunes peuvent encore améliorer, pas forcément le produit, hein. L'électricité, c'est l'électricité, mais comment le produire, je dirais plus proprement. Bon, il faut également savoir que globalement, on a de bonnes conditions de travail. De plus en plus, on met des robots pour soulager les travaux durs et répétitifs. Globalement, l'industrie en est pas mal payée, hein. C'est un peu logique parce que les gens, je dirais, ont souvent de bonnes compétences et sont très impliqués, motivés par leur travail. Et quand vous regardez également, si vous rentrez dans l'industrie, en particulier aéronautique, la différence de salaire qui n'est pas normale entre hommes et femmes est modeste par rapport à ce qui se passe en général en France pour d'autres secteurs, d'autres secteurs en fait qui sont globalement où il y a des différences filles-garçons qui sont trop importantes. Alors les bases de l'orientation, c'est choisir son métier. Je dirais, bah, c'est pas facile pour les jeunes de troisième, hein. Il y a une infinité de métiers, il y en a certains qui n'existent pas, d'autres qui vont disparaître. Et puis en fait, bah, au fur et à mesure qu'on va prendre de l'expérience, en plus on peut changer. Alors il y a un point qui est très important, moi, que je conseille aux jeunes, c'est de se poser la question, c'est euh, quels sont mes goûts, quelles sont mes aptitudes et quelles sont mes qualités pour que je puisse en fait effectivement, j'irai choisir. Alors, se connaître, euh, donc il faut, je dirais, connaître ses goûts, valider est-ce que ce que je vais faire va servir à quelque chose ou non, est-ce qu'il y a des débouchés. Les débouchés, c'est très simple. Bon, j'en parlerai après. S'impliquer dans le changement climatique, parce que là, de toute façon, il y a un très gros travail. Adapter sa formation et ses aptitudes. Selon que de temps en temps vous êtes en forme, bah, vous travaillez beaucoup. Si c'est un peu, des fois un peu difficile, bah, il y a un petit passage, on change le rythme, etc. Euh, et en fait, optimiser son orientation en fin de collège, c'est très important parce qu'on se rend compte, en fait, j'utilise le proverbe, la tout mène à Rome, mais les parcours sont multiples. En fait, on va le revoir après sur toutes les possibilités offertes par l'éducation nationale. Un point qui est très important, c'est de réfléchir à ce qu'on appelle ma zone de confort, dans quel domaine je serai heureux. Et bien insister sur surtout, c'est ceux qui me déplaisent et vers lesquels je ne veux pas aller. Pour quel type de métier je serai heureux, selon mes goûts, mes aptitudes, je vais y revenir. Vers quelles études je peux m'engager, courtes ou longues, générales ou appliquées. Alors après, on progresse un peu pour définir son métier, on peut se poser la question, c'est est-ce qu'il a réellement de l'avenir? Va-t-il me permettre, je dirais, ben, d'apporter quelque chose à la planète ou bien est-ce que je vais simplement remplir des papiers tout seul au fond d'un bureau? Ça, c'est un peu démotivant, mais alors qu'au contraire, quand on se dit tout ça, je vais faire quelque chose qui sert à quelque chose, je pense que c'est beaucoup plus motivant et l'industrie nous y répond. Bon, comment savoir? Ben, c'est surtout pas rester tout seul, il faut se documenter, aller voir d'autres personnes, discuter, d'où l'intérêt que je vous ai parlé tout à l'heure dans My Job Glasses. Alors ça, c'est un petit dessin que je vous propose. C'est dans un premier temps, c'est pour me connaître. Donc, vous, dans la première colonne, vous mettez tous les sujets que vous voulez qui vous passent par la tête, et puis après, vous les classez selon trois critères.
J'adore, j'aime, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, par exemple, je veux être spationaute. Bon, bah, être spationaute, la probabilité d'y être, elle est faible, hein, elle est très faible. Bon, par contre, bah, je vais quand même me faire plaisir. Je vais travailler dans le domaine aérospatial, dans le spatial, l'aéronautique, etc. Par contre, ah bah, je veux vraiment pas aller sous la mer, les sous-marins, tout ça, ça me plaît pas beaucoup. Et c'est comme ça que vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que je veux travailler à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce que je veux travailler debout, assis? Est-ce que je veux avoir du personnel, discuter avec d'autres personnes, etc., etc. Donc ça, c'est très important. La première question, c'est qu'est-ce que j'aime et surtout qu'est-ce que je veux pas faire. Le deuxième point, c'est les aptitudes. Alors ça, c'est un petit schéma qui est compliqué, mais en fait, il y a deux axes. Le premier axe horizontal, c'est que lorsque je fais quelque chose, est-ce que je le fais en vérifiant tout, c'est-à-dire en fait à gauche là, avec beaucoup d'analyse, ou au contraire, je le fais un peu au pif, à l'intuition, et puis de toute façon en se disant ça va marcher. Bon, ben ça, c'est pas du tout pareil. Il y a des gens qui travaillent toujours en y allant, je dirais, sans trop vérifier ce qui se passe, puis il y en a d'autres qui vérifient tout, vérifient tout, vérifient tout. Bon, l'autre axe vertical, là, c'est un peu du même style. Quand vous êtes vers le bas, là, vous êtes respect des règles, des valeurs, c'est-à-dire que vous allez, il y a le code de la route, ben, je respecte le code, je dirais, parfaitement, parfaitement, parfaitement. Il y a 30 dans la ville, je ne dépasse pas le 30 à l'heure. Bon, puis inversement, vous avez ceux qui se disent, ben, j'y vais avec conviction, avec plaisir. J'ai bu un peu de trop, mais je fais la fête, ben, je prends quand même la voiture. Hein, alors là, j'exagère, mais donc selon l'endroit où vous êtes, ben, vous avez des métiers qui correspondent et vous avez, vous, vos aptitudes. Donc, si je prends l'exemple du cadran qui est en bas à gauche, où il y a à la fois respect de l'analyse, enfin, beaucoup d'analyse et respect des règles, bah là, je dirais, il vaut mieux trouver quelqu'un qui est du style comptable ou des choses comme ça, ou qui vérifie toute la qualité. Bon, par contre, si c'est des gens, ils sont très méticuleux comme ça, que vous les mettez à l'autre bout, ça va être assez difficile. Donc, très important, c'est de vérifier que son métier, je dirais, correspond bien à ses aptitudes. Et les aptitudes, en général, elles ne changent pas beaucoup, elles sont propres à la personne. Troisième critère qui est important également, c'est les qualités le comportement, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. Ça, c'est un document que j'ai récupéré dans un séminaire de DRH en disant, ben, voilà les qualités que l'on souhaite aux personnes. Alors ça, c'est très important parce que de plus en plus, on se rend compte, je dirais que le comportement, pour beaucoup de jeunes, il est un peu des fois, je dirais, aléatoire. Et en particulier, dans tous les problèmes d'alternance, ça rebute un peu les entrepreneurs, je dirais, à avoir je vais dire, des lascars. Donc, c'est quand même bien mieux quand la personne arrive à l'heure, est bien habillée, répond poliment, s'intègre facilement. Ben, ça, c'est un plus, même s'il manque un peu de compétences, globalement, les compétences, on va lui faire acquérir, ça ne sera pas compliqué. Mais quelqu'un qui est très intelligent, mais qui fout la pagaille complètement dans l'entreprise, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Donc les qualités, c'est très très important. Donc là, vous voyez que c'est pas du tout de la technique, c'est le comportement social, comportement individuel, professionnel, relationnel, etc. Donc pour les jeunes, repérez vos qualités là-dedans, puis essayez de les développer encore un peu plus. L'orientation en troisième, il y a quatre voies, je vais y revenir. Donc la voie générale, c'est si globalement, ben, on aime les études et puis on est prêt à faire des études longues. Dans beaucoup de cas, la voie technologique est très intéressante parce que c'est quand on est beaucoup plus rapproché de la pratique que de la théorie. Beaucoup de jeunes, en fait, je dirais, vont vers la voie générale, alors que s'ils allaient vers la voie technologique, ils seraient beaucoup plus proches de ce qu'ils les aiment et la vie, serait bien meilleure. Et en particulier, tout de suite, ils recommenceraient à aimer parfaitement l'école. C'est exactement pareil pour la voie professionnelle. Ça, c'est quelqu'un qui veut aller encore travailler peut-être plus rapidement, mais qui va découvrir que bah, il y a des choses pas sensationnelles sans passer par un tas de théories qu'on a dans la voie générale. Bon, il y a le CAP pour des multiples métiers à voie proche vie professionnelle. Bon, là, il y a peu de débouchés. Quand j'ai marqué guerre de débouchés pour l'industrie de technologie, pour l'aéronautique, on a quand même, je vais prendre des cas très simples, des peintres. C'est un métier très important pour l'aéronautique, etc., pour les avions.
On n'en a pas des peintres. Et pourtant, c'est, je dirais, à la limite, un CAP de peintre, c'est un CAP de peintre, hein. Vous avez dans l'aménagement intérieur des avions de luxe, c'est de la menuiserie, c'est de la peinture, c'est de la maroquinerie, etc. C'est des métiers de base, hein. Et pourtant, l'aménagement interne d'un avion, en gros, on le refait tous les 5 ans, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail sur la maintenance interne des avions. Bon, ici, vous avez un tableau qui est peut-être compliqué, mais qui vous montre quand, tout en bas, quand vous êtes au collège, vous allez rentrer dans la partie bleue qu'est le lycée avec les quatre voies, général, techno, pro et CAP. Donc, quand vous êtes au niveau bac, là, à droite, ça vous emmène vers la vie professionnelle avec tout ce qui est opérateur de production. Quand vous allez monter au niveau bac plus 2 plus 3, vous allez arriver vers les niveaux des techniciens. Et bac plus 5, vous êtes le niveau ingénieur master. Je rappelle, je ne l'ai pas dit, mais qu'un ingénieur, par définition, c'est un bac plus 5. C'est le critère. Bon, c'est pareil pour les masters. Alors, vous avez plusieurs possibilités. C'est pour ça que la voie générale, elle vous emmène en gros vers de... Bon, en gros, il y a plein de choses qui sont bac général. Les bacs techno, ça va vous emmener vers trois options en gros pour être ingénieur. Donc, les classes préparatoires avec un concours que j'ai mis en rouge parce que là, il y a le choix, enfin, où en fonction des résultats, vous allez passer dans une école d'ingénieur. Soit vous pouvez, après le bac, rentrer dans un cycle complet sur 5 ans dans une école. Donc, vous avez également la troisième option qui est la licence, plus le master, donc là avec l'université. Donc là, vous n'aurez pas le diplôme d'ingénieur, mais en fait, vous avez un diplôme de master, je dirais, qui globalement est à peu près pareil dans la vie professionnelle. Pour les bacs pro, vous avez en fait deux options qui sont, alors ça dépend des endroits, soit les lycées professionnels, soit les brevets j'ai perdu, universitaires de technologie. Donc vous emmenez vers bac plus 2 plus 3. Et ceux qui se passent bien, et beaucoup de jeunes redécouvrent, je dirais, la vie intéressante de l'éducation, et en fait peuvent continuer et peuvent continuer par de la formation d'ingénieur en alternance. Beaucoup de possibilités. Il y a ce tableau, il est synthétique, mais si vous voulez, dans les documents de l'ONICEP, tout ça, ça s'achète chez le libraire et c'est beaucoup plus détaillé que moi et de mes 2 minutes de parole. Un point qui est très important pour les jeunes, pour rentrer au lycée, si pour rejoindre l'industrie, on vous demande, vous avez plein de spécialités. En fait, il y en a deux qui sont essentielles, c'est mathématiques, physique, chimie. Celles-là, il faut absolument les prendre, sinon vous serez bloqué par la suite parce que vous ne pourrez pas rentrer dans tout un tas d'enseignements. Bon, en fait, il y en a cinq à choisir, donc il y en a trois à choisir. Donc, les deux premières, maths, physique, chimie, c'est indispensable. Et puis après, bah, selon vos goûts, vous pouvez mettre sciences de l'ingénieur, informatique ou sciences de la vie et de la terre. Je vous signale qu'au lycée, il y a également une option anglais. Bah, écoutez, comme je passe mon temps à vous dire que l'anglais, c'est bien, n'hésitez pas à prendre l'option anglais. Mais surtout, maths, physique, chimie, sinon, c'est une voie de barrage définitive telle qu'est l'enseignement actuellement au lycée. Bon, juste un point pour les études. Alors, vous allez dire, ça coûte cher. Je vais prendre le deuxième paragraphe, ne pas abandonner ses études face au coût. Bon, il y a déjà des bourses, il y a beaucoup d'étudiants qui sont boursiers. Et il faut savoir qu'en France, prendre un prêt étudiant, je dirais, c'est assez facile. Ça peut couvrir les études, le logement, des frais. En fait, globalement, les banques aiment bien les gens qui, je dirais, seront bien payés et donc sont souvent prêts à proposer des bourses, des prêts aux jeunes. Bon, en fait, ça peut être remboursé assez rapidement. Puis si vous, en sortant de l'école, vous avez un beau salaire, ça veut dire qu'il est bien préférable, je dirais, de prendre un prêt plutôt que de dire je ne peux pas payer et j'arrête mes études, hein. Je dirais c'est perdant. Pour trouver le prêt, ben, il suffit d'aller voir les quatre banques qui sont autour de chez vous, puis laquelle vous fait la meilleure proposition. Bon, je saute le stage de troisième, qui était des conseils. On va pas. Je voudrais conclure. Donc, tout ce cours, tout cet exposé, il est fait pour les jeunes, donc vous avez tout l'avenir devant vous. J'insiste, la maîtrise de l'anglais, parce qu'on travaille quasiment à l'international, même pour un compagnon, les plans.
Les plans, je dirais, il y a même fait en France, ils sont pas écrits en français, ils sont écrits en anglais, etc. Donc la maîtrise de l'anglais, c'est vraiment un plus. On a vu qu'il y avait des possibilités de carrière qui sont très variées en France. Alors, un peu en Europe si on se déplace. Vous voyez que la maîtrise de votre carrière est fonction bah, de vos goûts. Alors ça, j'insiste beaucoup, c'est, je dirais, le travail, c'est se faire plaisir. Hein. Si vous passez 5 jours à faire plaisir, il restera encore le week-end à vous faire plaisir. Hein. Donc, ne pas hésiter. Votre ouverture sur le monde, bah, les langues, la culture, etc. Et puis après, votre engagement personnel, bah, il faut travailler. Hein, je le lis souvent, jeune, article 1, je travaille, article 2, je travaille, et article 3, je travaille. Motivation et dynamisme, ça, si vous n'êtes pas dynamique, si vous n'êtes pas motivé, bah, il vaut mieux aller, je sais pas quoi. Avoir un bon comportement et bien sûr avoir des compétences. Quelques atouts essentiels, donc le comportement, j'insiste, hein, le savoir-être, c'est très critique, parfois plus que les compétences. Les compétences, on peut les acquérir. Le savoir-être, quand il n'est pas bon, ben, il n'est pas bon en général. Bon, l'anglais, très important. Alors, quand je dis l'anglais, ça ne veut pas dire qu'il faut pas, qu'il faut écrire très mal, je dirais, en français. Hein. L'exemple, c'était le S qui était à 1000 dans le titre de la conférence. Donc ça, c'est pas bien. Donc l'anglais, je dirais, et le français, c'est important. Bon, et puis j'insiste, mesdemoiselles, tous les emplois d'industrie conviennent parfaitement aux filles. Hein. Elles y sont vivement attendues. Je voudrais vous remercier, hein, juste avec un petit rappel qui date de 2500 ans à peu près. Le dénommé Confucius nous a dit, choisissez un métier, un travail que vous aimez, et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Donc, je vous en dis que ça me paraît pas mal. Vous voyez que s'il y a longtemps que ça a été dit, c'est pas moi le premier. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Juste pour une remarque pour les jeunes, c'est qu'il y a une différence d'âge qui est très importante et de génération, je dirais, entre un jeune qui est au collège et un vieux comme moi. Donc, en fait, il faut toujours, on a beau être vieux, penser aux jeunes, je dirais, on n'a pas les mêmes comportements, on n'a pas les mêmes réactions. Donc, tous les jeunes, lorsque vous interviewez quelqu'un qui a un âge plus important que vous, surtout s'il est important, il faut poser des questions, pourquoi, comment, etc. Et il ne faut pas simplement avoir des réponses. Donc là, où chaque personne qui va vous répondre va vous donner un point de vue, c'est le sien. Pour répondre à ma question, je vais vous donner mon point de vue. Par contre, il faut toujours les confronter à d'autres. Et les jeunes, s'il vous plaît, déduisez, mais personnellement, votre point de vue à vous. Parce que vous, votre carrière, elle est devant vous, la mienne, elle est derrière. Donc, c'est pas du tout pareil. Et je vous souhaite une bonne soirée pour l'instant et je suis prêt à répondre à vos questions. S'il y en a. Euh, je propose, je ne sais pas si Oui, y a-t-il des Pa- questions? Patrick, Oui. tu veux. Oui, oui, je suis là, Gérard. Oui, oui. Bonjour, bonjour à tous, oui. Euh, Bonjour. qui veut poser une question là? Je vois qu'il n'y a pas énormément de personnes là sur la conférence, donc si vous voulez poser une question, bah, allez-y, levez la main. Hein, vous avez une petite rubrique là qui vous permet de lever la main. Vous prenez la parole et vous posez la question. J'avais levé la main, je crois. Je ne sais pas si ça s'est vu. Vas-y, Patrick. Bonjour, Patrick. Patrick. Bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Alors d'abord, j'ai bien apprécié au début ce que tu as dit quand tu as parlé de ton expérience en soufflerie. Tu as dit, j'ai touché le vent. Et ça me plaît beaucoup. Pardon? Tu as dit que tu avais touché le vent. Ouais. Voilà. Donc ça me plaît beaucoup. J'ai aussi bien apprécié quand tu as dit que l'ingénieur débutant apprend des techniciens. Ça Ouais. aussi, j'ai eu l'occasion de le voir par moi-même. Alors, moi, j'avais une question. Comme tu t'adresses aux jeunes assez souvent, quelle réaction sens-tu lorsque tu t'adresses à des jeunes? Est-ce que il y a une adhésion spontanée à ce que tu racontes, ou bien est-ce qu'il y a une réticence qui est liée plus ou moins à l'effort pressentent, qu'ils pressentent pour
pour, pour accéder à ces métiers. Par exemple, tu viens de le dire il y a 5 minutes, il faut faire des maths, il faut faire de la physique. Moi, je dirais la réponse est multiple. Je vais beaucoup avec IESF, avec l'académie, etc., dans des collèges, ou dans les forums, ou dans des classes. On voit quand même, j'essaye de leur montrer que les avions, c'est passionnant, mais comme je sais qu'à cet âge-là, ils sont pas forcément, euh, ils ont le droit de pas choisir. Moi, à 15 ans, je savais pas du tout, hein. Donc, j'essaye de leur montrer simplement l'intérêt de l'industrie en disant, faites des avions, des voitures, des bateaux, des ponts, moi, ça m'est égal, mais faites quelque chose qui serve à quelque chose et qui va nous faire avancer. Ça, c'est mon premier critère. Alors, les jeunes, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gamins qui reviennent 15 fois pour poser la même question, enfin des questions complémentaires. On voit que manifestement ça les passionne, hein. Il y en a d'autres, par contre, et toi, pourquoi tu es venu? Ah ben moi, j'accompagne ma copine, hein. Ça, j'en ai entendu des quantités de choses, hein, comme ça. Bon, mais c'est normal, tout le monde veut pas faire des avions et puis des voitures, hein. Donc, moi, ça me choque pas. Bon, on voit qu'il y en a que manifestement ça les intéresse, il y en a d'autres manifestement ça ne les intéresse pas. Par contre, moi je travaille beaucoup là avec My Job Glasses où je réponds à des jeunes à tour de bras, là j'en ai sans arrêt. C'est souvent des jeunes qui sont dans les écoles d'ingénieurs. En général, je c'est jamais des écoles d'ingénieurs aéronautiques, c'est souvent des écoles généralistes. Euh, qui viennent de l'ICAM, les arts et métiers, des choses comme ça, qui apprennent du général et qui s'intéressent à l'aéronautique. Et donc, ils s'intéressent, mais ils se posent la question, tout ça, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est sûr, est-ce que ça pose des problèmes à la planète, etc., etc. Et cetera. Et puis, qu'est-ce qu'on y fait? Et là, en discutant 1 heure avec ces jeunes-là, je pense que je fais un gros travail pour leur montrer que bah, tout ça, c'est passionnant et qu'il y a plein d'avenir, qu'il y a plein de choses à faire, etc. Donc, il y en a beaucoup qui vraiment, je dirais, d'ailleurs, c'est passionnant de discuter avec eux, parce que vraiment, ils accrochent de façon extraordinaire. On fera pas de tout le monde ne sera pas ingénieur, technicien ou compagnon. Et je répète quand même, là, bon, l'exposé, il était peut-être ingénieur, mais pour tous les jeunes, je dirais, qui veulent pas des études, je dirais, pendant des années, etc., il y a tous les travaux de compagnons et de techniciens, c'est quand même là qu'il y a, je dirais, il y a un travail absolument extraordinaire et passionnant, hein. Allez visiter, je pense que l'industrie n'ouvre pas assez ses usines justement pour montrer aux jeunes ce qu'ils font, hein. Moi, j'ai récemment été visiter l'usine de Meault, là où ils font les cockpits d'avions. Il y avait ça, et puis l'usine, je dirais, de Dassault, là, dans le Nord. C'est passionnant de voir ça, ces gars et ces filles qui sont en train de faire des pièces comme ça. Passionnant. Il y a Gérard? Charlie qui a levé la main. Oui, Charlie, oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez des écoles d'ingénieurs à recommander pour partir dans l'aéronautique? Euh, alors, il y a deux choses. Il y a celles qui ont une spécialité aéronautique, où à partir de là, globalement, tu pourras, je dirais, faire tous les métiers possibles où tu veux aller après, faire de l'aéronautique et aller faire des trains ou des voitures. Puis après, tu as des écoles qui apprennent des généralités sur sur certains métiers et tu pourras rentrer dans l'aéronautique. Hein, ça, il y a les deux possibilités. Sinon, les meilleures écoles aéro, je ne vais pas dire les meilleures, je vais dire celles qui existent. Alors, on va dire, il y a Supaéro, qui est une bonne école, je ne peux pas dire le contraire, j'en sors, hein. Supaéro, il y a l'ENSMA à Poitiers, D'accord, il y a l'Estaca, qui est d'accord, à L'ENAC à Briand. Toulouse. Il y a l'ENAC à Toulouse. Alors, il y a deux choses un peu. Il y a ceux qui conçoivent les avions et il y a ceux qui, on va dire l'ENAC, qui les utilisent plutôt, hein. Bon, après, il y a l'école de l'air, il y a tous les aspects militaires. Il y a Supmeca aussi, là, à Saint-Ouen.
qui est plus généraliste, mais très orienté quand même aéronautique. Il y a l'IPSA. euh, il y en a pas mal. Pour avoir toute la liste, il suffit de demander au GIFAS. D'accord. Le GIFAS, GIFAS. Il y a un document qui est toutes les écoles, à la fois d'ingénieurs et également même toutes les techniciens, etc. D'accord, merci. Et Et, j'avais une... je réponds qui peut servir à tout le monde. Je dirais si vous envoyez des questions je dirais sur le site de la 3F, j'y répondrai personnellement. D'accord. Et j'avais une deuxième question. Du coup, je suis en seconde et je suis sur Orléans et Ouais. je cherche un stage en rapport avec l'aéronautique, mais je trouve pas d'entreprise. Alors, les stages, c'est très compliqué. La première chose à faire déjà, c'est est-ce que papa ou maman, ils peuvent te prendre dans l'entreprise? C'est souvent ce qui est le plus facile. Non, Non. Et alors pour l'aéronautique, il y a il y a un centre où il y a une soufflerie, hein, si c'est l'aéronautique qui t'intéresse. d'accord. Il existe, on peut t'aider, si tu vas sur le site de la 3F, il y a un groupe régional qui s'appelle Orléans, je ne sais plus comment, c'est Centre. Oui, d'accord. Donc, sur le site, tu vas à Centre, et puis à la limite, tu essayes de prendre contact avec le président, Asdin euh, Kourta. voilà, Azedine Kourta. Zébine Courta. Et tu demandes à Zébine, tu lui dis que tu es intéressé, que tu as assisté au comité jeune, etc., et que tu aimerais bien trouver un stage, est-ce qu'il peut t'aider, est-ce qu'il a Sinon, il faut pas oublier, des fois, dans les stages, il y a des points d'entrée par les chambres de commerce, hein, qui ont la liste de toutes les entreprises du coin. D'accord, merci. Si tu as un problème, on te répondra plus en détail. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions. D'autres questions? Bon, Non, Gérard, non. Yves, C'est bon pour moi. Moi, je voudrais juste dire, là, pour conclure, s'il n'y a pas de questions, c'est que globalement, il y a quand même, comme je l'ai dit au début, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi se faire plaisir, il y a de quoi, je dirais, il y a encore beaucoup de travail à faire, hein. Actuellement, je dirais, on améliore encore l'aérodynamique des avions pour qu'ils consomment moins. Il y a des progrès fantastiques au niveau des moteurs, hein. Il y a tout un tas de choses sur le trafic aérien, comment, je dirais, optimiser les trajectoires pour qu'ils consomment moins. Il y a également, je dirais, on sait que le kérosène, il faut pas éviter de le consommer. On a des solutions qui permettent de mettre des carburants, je dirais, ce qu'on appelle les SAF, des carburants durables. Le problème actuellement, c'est que il faut investir pour arriver à faire les usines pour les produire. Alors vous savez qu'en France, et puis il y a dans beaucoup d'endroits, là, on ne se bat pas avec les milliards disponibles. Donc ça, c'est la première limitation. Puis la deuxième limitation, c'est que ces produits-là, en fait, ils coûtent 3 à 4 fois plus cher que le kérosène. Donc, sachant que le prix du combustible dans un avion est très important dans le prix du billet d'avion, si vous multipliez par 3 ou 4 le prix du carburant, je dirais, ça ne va pas arranger les billets d'avion. Alors, vous allez me dire, ça permettra de décroître l'aviation, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les avions, ils sont commandés sans arrêt, sans arrêt. Ça, justement, comme la famille de l'A320 NEO consomment beaucoup moins, les gens veulent abandonner leurs vieux avions pour en avoir des nouveaux, d'où ces nombreuses commandes, hein. Ce que je disais, il y a ça, donc ça prouve qu'en fait, et oui, ce que je voulais dire, c'est que les avions, globalement,
on peut peut-être réduire un petit peu en Europe, aux États-Unis, il y en a beaucoup, mais des pays comme la Chine, l'Inde, l'Afrique, etc., qui sont en train de se développer, et ils n'ont pas forcément des routes et des lignes, des chemins de fer. Le seul moyen qu'ils puissent se développer, c'est l'avion. Donc, il y a rien à faire, les avions existeront toujours. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'on les améliore énormément, et puis que bah, il faut, je dirais, c'est plus des vieux comme moi, c'est des jeunes, je dirais, qui doivent prendre le relais. Mais il y a plein de pistes, il y a plein de moyens, hein. Et vous avez du travail, je dirais, enfin, quand je dis les avions, tant mieux les avions. Si vous voulez faire des voitures ou des sous-marins, moi, ça m'est égal, hein. C'est pareil, hein. Tout ça, on en a besoin, hein. Bon, je sais pas s'il y a d'autres questions. De façon générale, je rappelle à tous que la 3AF, je dirais, c'est un point d'entrée où vous pouvez poser des questions. Et si vous posez une question au comité jeune, le comité jeune répondra. C'est moi. C'est moi qui reçois les mails, du moins. Et là, donc, les planches que j'ai présentées, elles sont disponibles. Il suffit de les demander. Et si vous voulez les réutiliser pour si vous êtes professeur ou des choses comme ça, vous les réutilisez, je n'y vois aucun inconvénient parce que c'est pas une propriété personnelle. Plus elles seront diffusées auprès des jeunes, plus elles peuvent servir. Alors, la conférence est enregistrée. Elle sera disponible sur le site YouTube du groupe Île-de-France de la 3AF. Dans les commentaires de la vidéo, il y aura également le lien vers le support de présentation. Bon, ben, on va faire la pause si j'ai bien compris. Donc, je vous souhaite. T'as rien de plus, Patrick, ou non? Non, non, c'est bon, c'est bon. Là, je laissais Yves conclure, terminer. Ben, moi, je vous souhaite. C'est toujours très très bien ce que tu fais, Gérard. Là, c'est la troisième fois là que tu nous fais cette conférence et à chaque fois les gens sont très très intéressés. Un grand merci à toi, Gérard. Avec plaisir. En Le tout cas, nombre de bonsoir à participants, tous ceux qui étaient là. Et puis, je renouvelle quand même bonne année parce qu'on en est quand même qu'au début, hein. Donc, il le reste nombre beaucoup de de. participants était modeste, mais on va essayer de redonner euh, une audience bien plus importante par le site YouTube en diffusant le lien. Non, et puis je suis prêt à la refaire, etc. Il y a même les dernières fois qu'on a fait ça, il y a une école qui m'a sollicité pour le faire que pour son école. J'ai été récemment à Dieppe uniquement pour le faire, je dirais, dans un club, etc. Donc, il y a plein d'autres possibilités pour le diffuser ou pour aider, hein. Et pour les jeunes, j'insiste, My Job Glasses, c'est vraiment très bien, hein. Je te Bon, laisse, bah, je te bonne laisse finir, soirée. Yves. Je te laisse finir, Yves. Eh bien, merci. J'ai des petits-enfants à conseiller, je vais leur diffuser la vidéo. Et puis My Job Glasses également. Il y a tous les métiers dans My Job Glasses, hein. Ça peut être. J'ai regardé là en parallèle, effectivement. C'est boucher, charcutier, notaire, n'importe quoi, hein. Il n'y a pas que les ingénieurs et l'aéronautique, hein. Il faut savoir sur My Job Glasses quand même, c'est qu'il y a eu un très gros travail qui a été fait par le GIFAS. Je dirais qu'il a trouvé, je crois, environ 1500 ingénieurs ou techniciens du monde aérospatial pour qu'ils fassent partie des professionnels prêts à répondre pour justement attirer les jeunes, hein. Donc, si vous allez sur le site, normalement, vous devez trouver des quantités de personnes travaillant dans l'aéronautique grâce au GIFAS. Et on peut se proposer donc comme intervenant pour conseiller les jeunes. Absolument. Bien. Soit les jeunes demandent, soit il y a je crois qu'il y a 60 000 personnes actuellement qui sont prêtes à répondre aux jeunes, hein. OK, c'est super. Et moi, j'en suis au 126e, je crois, en 5 ans que j'ai
comme jeunes. Mais en général, ils sont très motivés. Et par jeune, tu y passes combien de temps? 1 heure en général. 1 heure en général. Alors j'ai déjà fait des visios comme ça avec la Martinique et la Réunion, hein. Hmm, D'où l'intérêt d'avoir Zoom là pour avec eux. absolument. C'est indispensable. Bien, ben, Bah, bonne soirée à tous. bonne soirée. En ce qui me concerne, je vais m'activer Et, me- pour mettre ça sur YouTube. et merci à la 3F de m'avoir accueilli. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonsoir. Patrick.